Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute ! Bonjour John. Bonjour, Julie. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Tu m'accueilles dans tes locaux sur Paris pour la première interview que je tourne pour le podcast. Alors ça sera peut-être pas la première qui sera postée, mais en tout cas c'est la première que je tourne. Donc pour t'expliquer un peu comment ça va se passer, on va avoir plusieurs parties dans le podcast. Il va y avoir une partie plus où on va revenir sur tes débuts, donc tout ce qui est lié à ton enfance, dans quel contexte tu es né, etc. Puisque c'est des choses forcément qui vont influencer ensuite tout le reste de ton parcours. Ensuite, forcément, on aura le côté études, quelles études tu as choisies, pourquoi, est-ce que ça t'a plu, etc. La vie pro, comment tu as choisi tes stages, tes premiers jobs, est-ce que tu t'y es plu, si tu es parti, pourquoi. Ensuite, plus maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Et dans la dernière partie, on aura un peu les questions que les auditeurs nous ont posées. Et donc, je serais ravie d'entendre tes réponses. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, dire, je ne sais pas, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Bonjour Julie, merci de cette invitation. Je suis ravi de pouvoir transmettre, en tout cas via tes podcasts, mon parcours et de peut-être donner envie aussi à des jeunes de suivre un bout du chemin que j'ai pu faire depuis ces quelques années. Alors moi je suis John Lilly, je suis expert comptable. Avant d'avoir le diplôme, je m'étais installé à mon compte en tant que consultant sous la marque Trevis. Et aujourd'hui, grâce au diplôme d'expertise comptable, je commence à m'intéresser au milieu de la compta. Et j'ai ouvert dernièrement donc un pôle expertise comptable un peu différent des autres, et on le verra tout à l'heure, qui permet moi de concilier ma passion et mon métier d'expert comptable. Ma passion qui est l'informatique. C'est ça, donc John est plutôt spécialisé dans la data en fait. Exactement. Donc du coup, si on commence par le début, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né, d'où tu viens ? Alors moi je suis un Parisien de souche, j'ai plutôt grandi dans l'Est parisien, dans le 19e arrondissement plus précisément. J'ai des frères et sœurs qui sont moins âgés que moi, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, je suis l'aîné. Mes parents ne sont pas chefs d'entreprise. J'ai une maman qui est infirmière libérale et un papa qui était employé dans un service comptable d'une société de services. Mais en revanche, dans mon écosystème familial, j'avais un expert comptable. Cet expert comptable qui m'a donné la chance de découvrir ce métier à travers des stages d'été, des petits boulots, des petits jobs, quand j'avais le temps pendant mes premières années d'école de commerce, qui m'a permis de découvrir ce fabuleux métier et toute la relation commerciale avec les clients. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller sur ce terrain-là, de l'expertise comptable, d'avoir la place à la fois du confident, du conseiller, du stratège, du chef d'entreprise qui soit chef d'entreprise d'une PME, mais également d'une petite structure à taille humaine. D'accord. Si on revient juste un peu avant cette période, du coup tu me dis que tu étais l'aîné. Est-ce que c'est quelque chose peut-être qui peut jouer maintenant dans ce que tu fais ? Parce que tu vois, quand tu es chef d'entreprise, tu gères des personnes. Bon, on ne gère pas ses frères et sœurs, mais je veux dire, on a comme une position un peu d'aîné, de montrer la voie, peut-être de conseiller sur certaines choses, sur certaines expériences qu'on a vécues. Est-ce que c'est quelque chose peut-être que tu retrouves dans ton métier aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, Julie. Peut-être qu'inconsciemment, le fait d'avoir été aîné, d'avoir en quelque sorte montré la voie à mes frères et sœurs sur certains sujets, notamment
la voie scolaire, école de commerce, université ou autre, c'était peut-être une des premières aventures entrepreneuriales ou en tout cas de manager de proximité, puisqu'il fallait donner des conseils à ses frères et sœurs pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Peut-être pas la meilleure, mais une décision éclairée. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'applique ces process que j'avais appliqués quand j'étais l'aîné en tant qu'enfant et pré-ado ou jeune actif dans mes activités. Voilà. Et effectivement, j'ai toujours ce côté un peu maternel, enfin paternel ou maternel, pour être bienveillant avec mes équipes et que j'étais quand j'étais enfant avec mes frères et sœurs. Et justement, si on revient sur la partie scolaire, toi, t'étais plutôt quel type d'enfant à l'école ? Alors, j'étais pas le meilleur. J'étais pas excellent à l'école. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. J'étais plutôt, voilà, si on devait donner une moyenne, j'étais plutôt de ceux qui étaient entre 12 et 13. Voilà. Le bac, je l'ai eu, je crois, à 12-13. Les écoles de commerce, je les avais à 12-13. Voilà. J'étais pas un super bon élève, mais parce que j'étais attiré par d'autres choses, notamment la relation humaine. Je me suis beaucoup investi dans des associations, à la fois étudiantes, mais également à but non lucratif, pour aider notamment des populations dans le besoin, etc. Donc j'étais plus basé sur l'humain, la relation humaine. Je voulais développer ces compétences, plus que des compétences techniques qu'on avait à l'école, pour la simple et bonne raison que j'étais persuadé à l'époque qu'on pouvait tout apprendre grâce à Internet. Moi, j'ai 32 ans, je ne suis pas un vieux, de la vieille, entre guillemets, et donc j'ai connu en fait ce boom où l'information était finalement assez gratuite et accessible sur Internet. J'avais un ordinateur, pas quand je suis né, mais quand j'ai commencé mes études, j'avais un ordinateur, j'avais accès à Internet, des mails, Google, etc., des forums, ce qui me faisait penser que le prof n'était pas forcément là pour te transmettre du savoir, mais pour te guider, pour aller la chercher, ou pour t'expliquer certains éléments techniques que tu avais du mal, toi en tant que personne, d'aller capter sur Internet ou dans les livres. Voilà, donc j'étais pas un bon élève, pas un super bon élève, mais pourtant j'écoutais, consciencieux, curieux, mais je m'attardais plus aux relations humaines que techniques. D'accord, et quelle était la réaction de tes parents en fait ? Est-ce qu'ils voulaient te pousser en te disant « John, t'as que 12-13 » entre guillemets, et si tu travaillais plus, tu pourrais avoir plus et être le meilleur ? Est-ce qu'ils te laissaient faire ? Comment ils ont réagi aussi au fait que tu te formes par toi-même ? Est-ce que ils ont bien réagi ? Est-ce qu'ils t'ont encouragé peut-être à le faire ? Alors mes parents m'ont toujours encouragé dans chaque chose que j'ai pu faire, même les mauvais choix de vie, on en fait tous. Mais par contre, des professeurs, je me rappelle d'une professeure au collège qui n'avait pas détecté en moi quelqu'un on va dire de bosseur ou autre. Bon, voilà, quand on est prof, on n'a pas forcément, parfois on a des préjugés peut-être. Des préjugés sur les gens, sur les élèves, et effectivement, cette prof voulait à tout prix m'envoyer en bac professionnel et je crois mécanique. Alors que je ne suis pas du tout manuel, je suis plutôt dans l'intellectuel, etc. Bon, voilà. Et effectivement, mes parents, à ce moment-là, m'ont beaucoup soutenu, puisque moi, il était hors de question que j'aille sur une activité technique mécanicien, parce que c'est pas du tout mon fort. Et à l'époque, j'avais déjà en tête d'aller sur le métier d'expertise comptable, parce que j'avais cette personne dans la famille qui, à ce moment-là, faisait des études d'expertise comptable, qui était stagiaire expert comptable à ce moment-là, quand j'étais au collège, et avec qui je passais la plupart de mes week-ends, puisqu'on était une famille très soudée, on était dans le même quartier, on parlait beaucoup. Et je ne me voyais pas du tout mécanicien, par contre je me voyais plutôt expert comptable. C'est assez étonnant qu'on t'ait proposé, entre guillemets, la voie manuelle, parce que d'habitude c'est plutôt quelque chose qu'on propose aux personnes qui ont, on va dire, des mauvais résultats, même si ça ne devrait pas être le cas. Comment ça se fait qu'elle t'ait proposé d'aller plutôt dans cette voie-là, alors que finalement tu n'étais pas, on va dire, un si mauvais élève que ça ? Alors je pense que c'était l'établissement en question. J'étais dans un établissement privé sous contrat avec l'État, un établissement catholique qui avait, entre guillemets, comme caractéristique d'avoir 100% de réussite au bac quand on passait au lycée dans leur structure, qui était très, très élitiste, et qui avait la faculté de, entre guillemets, dégager tous les gens qui n'étaient pas au niveau des brillants élèves que j'ai pu côtoyer là-bas.
Donc c'était peut-être aussi un message pour moi de sortir de cet écosystème. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti après au lycée, dans un lycée public, où j'ai pu souffler, rencontrer des gens qui n'étaient pas pressurisés par l'établissement pour avoir du résultat, et qui m'a laissé aussi la chance de découvrir d'autres facettes quand on est étudiant, à savoir le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre dans cette école, dans ce lycée qui était situé à Victor Hugo, place Victor Hugo, pas Victor Hugo, c'était à Saint-Paul, dans le 3e, avec effectivement un quartier qui s'y prête bien à tout ce qui est culturel, artistique et notamment le théâtre. Et c'est là où j'ai commencé à aimer le théâtre et à trouver une sorte de soupape de sortie, parce qu'effectivement les cours peuvent être stressants, mais si on n'a pas quelque chose en plus, à savoir la musique, un échappatoire ou l'informatique pour d'autres, c'est un peu compliqué. Donc moi je me suis réfugié dans le théâtre et ça m'a plu et ça m'a donné envie d'avancer dans cette voie de manager aussi, puisque il faut savoir que quand on est manager, il faut aussi communiquer. La communication n'est pas chose facile pour la plupart d'entre nous. C'est pas un talent inné, hein. Il faut le développer, il faut apprendre les rouages et des techniques aussi d'écoute, parce que c'est beaucoup d'écoute quand on communique. Et donc le théâtre m'a beaucoup appris aujourd'hui à écouter les gens. Effectivement, vous savez, quand vous êtes dans une transition, dans un cadre où j'ai pu l'être au collège, structuré, beaucoup de pression scolaire, etc. Quand vous sortez de là et qu'on vous dites que finalement vous êtes dans le bas du panier, qu'on vous met à la porte, entre guillemets, puisque c'était un peu le message qu'on me donnait, vous êtes un peu cassé. Intérieurement, il fallait un échappatoire pour pouvoir aller sur des terrains un peu plus... pour me reconstruire, entre guillemets, même si c'était pas une cassure bloquante pour moi, mais il me fallait en tout cas un médicament, le théâtre, pour reprendre confiance en moi et reprendre de l'énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon aventure aujourd'hui. Et justement, au lycée, quelle voie t'as choisi, scientifique, économique Alors de cette cassure, je pense que j'ai eu un réflexe où j'ai voulu donner le meilleur de moi-même, et du coup j'ai choisi la voie scientifique. Pourquoi ? Parce que c'était la voie de l'exigence scolaire, on le sait, et on le sait encore, et c'était un challenge pour moi d'avoir ce bac S qui me tenait tant à cœur pour prendre une revanche sur la prof dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'avait dit que j'avais pas forcément toutes les capacités pour aller au bout de bac classique. Comme quoi, un professeur peut influencer même une vie parfois. Il suffit de rencontrer un professeur qui enseigne bien la matière et ça peut nous donner envie, nous, d'être spécialistes. Donc c'est super important s'il y a des profs qui nous écoutent, et je pense qu'il y en aura, de transmettre justement cette passion qu'on a, ou peut-être justement de dire qu'on n'est pas obligé de rester dans un cursus qui ne nous plaît pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des études de compta et qui au final se retrouvent pas forcément, que ce soit dans les études ou dans le métier, et de leur dire que on n'est pas obligé de continuer dans cette voie, même si on s'y est engagé, et qu'on peut tout à fait se reconvertir dans un autre métier, et que la compta, dans tous les cas, ça servira toujours. C'est comme je dis, parce que j'ai été prof fut un temps, pendant quelques temps dans l'école, c'est un prétexte, la compta. C'est un prétexte pour atteindre des métiers complètement différents, pour s'évader. Moi j'ai pu intervenir en compta, et j'interviens encore pour le secteur de la musique, le secteur du jeu vidéo, le secteur de la banque, de la science, le secteur de l'innovation, tout ce qui est santé. C'est un prétexte, et c'est un fabuleux métier. Et tout à l'heure on y reviendra. C'est que quand on est passionné par quelque chose comme moi, le prétexte d'avoir par exemple en tenue comptable un dossier dont l'activité porte sur une passion qu'on porte nous en tant que personne, et ça crée des liens avec le client, et ça nous permet aussi d'approfondir notre connaissance sur la chose, et c'est notamment le cas pour moi pour l'informatique. Je vous expliquerai tout à l'heure comment mon histoire avec l'informatique est née est née notamment de la compta. Et justement, j'avais une question, étant donné que tu avais une appétence pour l'informatique assez tôt. Je me dis que tu étais peut-être un fan de jeux vidéo, ou je me trompe ? Alors, absolument pas. Moi, j'étais plutôt un fan de construction d'ordinateurs. Okay. À l'époque, pour les gens qui ont encore cette notion en tête, en tout cas cette référence, on avait à l'époque, dans le 12e arrondissement, vers Place de la Nation, on avait un quartier qui s'appelle le quartier de Montgallet,
où il y a encore, je crois encore, des magasins pour concevoir toi-même ton ordinateur. Donc voilà, moi j'étais un fou furieux de ce chantier depuis l'âge de mes 13 ans, puisque mes copains, en fait, et les parents de mes copains m'appelaient pour me demander conseil pour aller acheter la pièce, la bonne RAM, la bonne carte mère pour monter l'outil, parce que j'étais un passionné de construction déjà à l'époque, parce que j'adorais les Lego, mais surtout la construction informatique. Plutôt dans ce sens-là. Comment ? Parce que j'avais des oncles et tantes qui étaient dans ce milieu-là et qui m'ont aidé à construire ma première tour, notamment pour effectivement installer des jeux vidéo, mais j'ai vite passé le cap. Et je suis passé plutôt au cap à partir de mes 13 ans à tout ce qui était plutôt montage de vidéos pour les communions, les bar mitzvahs, voilà, je faisais un peu pas mon beurre à l'époque sur ce créneau-là parce que je prenais pas d'argent, mais c'était voilà, une passion que je faisais pour les copains, pour les amis, etc. À 14-15 ans, et mes parents me faisaient la publicité auprès de la famille. Donc, voilà. Je faisais aussi des sites internet. À l'époque, c'était en HTML. Il fallait concevoir sur les pages HTML, c'était vraiment... Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai baigné très tôt dans l'informatique parce que j'avais dans mon cercle familial à la fois des informaticiens et des gens qui concevaient des ordinateurs. Et donc, du coup, voilà. Je passais mes week-ends à triturer des ordis et c'était passionnant. Et comment tu as vécu du coup ta fin de lycée, puisque de ce que je comprends, au final les sciences c'était pas ce qui te passionnait, c'était plus ce que tu faisais en dehors des cours qui te passionnait, peut-être quand tu rentrais chez toi le soir ou les week-ends. Comment tu l'as vécu ça justement Est-ce que c'était compliqué pour toi ? Est-ce que tu as dû beaucoup bosser pour obtenir ton bac ? Oui, effectivement, pour moi c'était un challenge et effectivement c'était aussi un fardeau. Il fallait que c'était une case à cocher pour pouvoir déjà plaire aux parents, à la famille, et aussi au code de la société aujourd'hui. On le sait tous. Donc du coup, il me fallait que j'ai ce bac. Donc ça a été pas très dur, mais en tout cas une des premières difficultés pour moi, pour acquérir ce bac, même si je l'ai eu du premier coup, tout au long de mon parcours au lycée, ça a été un combat permanent. Pour avoir des bonnes notes, 13, 14, un peu 12, parfois moins, souvent moins. Mais l'idée, effectivement, j'étais pas quelqu'un qui prenait un quart d'heure pour faire ses devoirs. Non, j'étais plutôt quelqu'un qui était long. Long parce que j'avais besoin de comprendre ce que je faisais, parce que j'avais des difficultés, hein, faut se le dire. J'avais des difficultés au lycée que j'ai comblées par le travail, finalement. Et pour toi, tu estimes que tu avais des difficultés, alors que quand tu me donnes tes notes, c'est quand même des relativement bonnes notes. Mais tu devais beaucoup travailler pour les avoir, c'est ça ? Exactement. C'est là où je dis que j'avais des difficultés par rapport à des camarades à moi qui le soir passaient une demi-heure sur leur devoir et après sortaient faire du sport ou faire du piano ou autre. Non, moi je passais mes soirées à combler mes lacunes en fait. Et finalement, tu as obtenu ton bac avec ou sans ? Non, j'ai pas eu une mention, je crois que j'ai juste eu 11,5 ou 12 de mémoire. D'accord. Ça fait un petit moment, mais voilà. Mais j'ai bossé très dur pour avoir le bac. Et qu'est-ce qui t'a poussé après à aller vers une école de commerce ? Alors l'école de commerce, c'est pas venu tout de suite. Alors moi, j'étais dans un établissement de lycée qui était très littéraire. On ne connaissait pas les prépas, on ne connaissait pas les écoles de commerce. On connaissait que les voies littéraires, donc prépa littéraire et université. On ne nous avait jamais dit que ça existait, les écoles de commerce. On était vraiment dans un microcosme où il y avait une classe de S et 5 classes de L. Voilà. Donc on était vraiment un peu laissé à l'abandon au niveau de l'après. Et c'est en parlant avec mes cousins, mes cousines qui étaient un peu plus âgés que moi, qui m'ont ouvert la voie de ce spectre de possibilités scolaires. L'université, c'était pas pour moi parce que j'avais besoin de cadre. La médecine, c'était pas pour moi parce que j'ai horreur du sang et je tombe par terre dès que vous faites une prise de sang. Et donc je me suis dit, bon, l'expertise comptable, ça m'intéresse. Partir dans une prépa DCG, DSCG, c'était pas forcément ce qui m'intéressait de prime abord. Et donc j'ai voulu aller sur une école de commerce plutôt généraliste, qui m'a orienté dans un premier temps vers les métiers, alors ça peut paraître bizarre, mais tout ce qui est finance de marché. J'ai fait 1 an dans cette voie-là, et après je me suis reconverti, entre guillemets, j'ai réorienté mon axe scolaire sur la compta et le master CCA. Mais mon premier
ma première expérience dans une école de commerce était sur la thématique bourse. Et est-ce que justement l'expert comptable stagiaire qui était peut-être diplômé du coup à l'époque, est-ce qu'il t'a orienté justement dans ces choix-là? Est-ce que tu lui as demandé qu'est-ce qui était le mieux pour devenir expert comptable et c'est lui qui t'a dit que école de commerce c'était possible ou... Alors, pour le coup, non, parce que mon cousin, donc le fameux cousin qui était diplômé à cette époque-là, quand j'étais au lycée, lui avait fait la MSTCF, le parcours plutôt universitaire. Et il me disait, John, effectivement, l'école de commerce c'est bien, tu vas apprendre beaucoup de choses, mais tu ne seras pas forcément un bon technicien des chiffres. Et à cette époque, effectivement, le travail d'expert comptable est quand même un travail qui est dur, et on le voit encore aujourd'hui, très, très, très exigeant. Beaucoup de timing, beaucoup de deadline, beaucoup de dates à respecter. Et il m'avait conseillé d'aller plutôt sur la voie école de commerce pour commencer peut-être une réflexion de parcours, ne pas faire bête et méchamment ce que lui avait fait à l'époque pour le copier entre guillemets, mais plutôt pour m'ouvrir à d'autres compétences, notamment le marketing, l'économie, l'anglais, parce que c'est important aussi pour moi l'anglais, le marketing, la communication, bref, m'ouvrir vers d'autres sujets. Et effectivement, à l'époque, j'étais un peu dans cette génération qui était dans la période des subprimes, où le broker trader était un peu la diva des métiers de l'époque. Effectivement, ça m'intéressait. J'avais des cousins qui avaient fait des écoles de trading à Paris, ou même des grandes écoles de commerce qui allaient sur cette voie-là. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire une année voir comment ça se passe. Et donc j'ai atterri dans cette fameuse école de commerce qui me permettait d'avoir deux voies. Soit vous avez la possibilité d'aller sur les finances de marché, soit la finance d'entreprise avec un déroulé vers le CCA. Donc moi, la première année, j'ai fait master de marché, enfin pas un master, mais en tout cas une licence sur finance de marché, qui m'a plu. J'ai passé du temps dans les cabinets de brokers, j'ai passé du temps en stage dans des salles de marché chez Calion, et j'ai vite compris que ce n'était pas du tout le monde dans lequel je voulais aller, puisqu'il y avait très peu de relations humaines, beaucoup de relations informatiques, puisque les gens étaient derrière leur écran avec des boutons, et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais dans ce milieu. Et donc du coup, j'ai arrêté au bout d'un an cette spécialisation, et je suis parti sur un master après, enfin une licence et un master plutôt CCA. Et donc, tu as pu faire cette passerelle, tu es passé directement sans perdre d'année ou tu as dû refaire une année? Non, je suis passé directement en deuxième année dans la voie audit et expertise comptable, à l'époque, comment elle s'appelait, le master que je visais. Et pour intégrer le master CCA, ça a été facile ou pas? Tu as pu l'intégrer directement après ta L3? Exactement. En fait, c'était dans un même établissement, donc ils avaient ce qu'ils appelaient à l'époque le bachelor, 3 ans, l'équivalent d'une licence en université, et ensuite le master grande école, CCA ou d'autres masters. Donc moi, la licence, je l'ai faite sur une base audit et expertise comptable, donc on avait les rudiments un peu plus que ce que vous avez vous en DSCG, ou en DCG à l'époque, pardon, DCG, puisqu'on avait du marketing, on avait la communication, on avait pas mal de notions de management, etc., etc. Voilà, donc ce qui m'a permis d'ouvrir un peu mon champ de compétences à d'autres compétences autres que compta, qu'on avait effectivement en cours à cette époque. Et quand je suis arrivée après en master CCA, les cours sont quand même assez différents par rapport à l'école de commerce, puisque c'est plus centré sur tout ce qui est compta. Est-ce que ça te correspondait mieux? Alors oui, ça me correspondait mieux. C'est là où j'ai commencé à apprendre et à avoir de bonnes notes, puisque j'adorais finalement, j'ai pris goût pour les chiffres, pour expliquer les chiffres, pour analyser les chiffres et pour les produire. Voilà. Et effectivement, c'est là où j'ai eu un déclic. Je pense qu'on a tous un déclic à un moment donné dans notre carrière scolaire ou même quand on est en entreprise. On a un déclic et c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic, où j'ai eu des très très bonnes notes. J'étais un des personnes, alors je n'étais pas le meilleur de ma classe, mais j'étais dans un bon lot. Et voilà, et c'est là où j'ai pris goût en fait à cette matière, la compta. Et donc le master CCA, tu l'as fait en initiale ou en alternance? Je l'ai fait en alternance. Et ça m'a permis d'avoir des premières expériences en cabinet, dans de cabinets à taille humaine, mais avec des très beaux dossiers, des belles thématiques. J'ai pu, à cette époque aussi, faire des expériences en commissariat aux comptes,
puisque j'étais dans un cabinet qui avait beaucoup de dossiers en commissariat aux comptes à l'époque, parce que maintenant il y a la loi Pacte qui a un peu changé les choses, mais en tout cas à l'époque, oui, je faisais beaucoup de commissariat aux comptes, en tout cas assistance aux équipes qui faisaient gestion. Et comment tu avais trouvé ton alternance? Est-ce que ça avait été compliqué ou pas? Et est-ce que c'était un choix pour toi d'avoir des cabinets à taille humaine? Ou est-ce que tu n'avais pas forcément d'idées préconçues et tu t'es dit le premier qui me dit oui, j'y vais? Comment ça s'est passé? Très intéressant, effectivement, c'est un volet que j'ai pas trop parlé encore, enfin, en tout cas dans les discussions, on n'a pas encore traité le sujet. J'étais beaucoup investi dès le départ dans cette école de commerce, dans le monde associatif. Jusqu'à même créer une association sur la finance et la compta. Okay. Et ce qui m'a permis de rencontrer les acteurs du marché. Soit parce que je les faisais intervenir sur des journées de masterclass pour communiquer sur le métier d'expert comptable ou de financier, mais également je les faisais intervenir pour recruter, en tout cas les gens qui étaient en voie de diplôme, qui étaient en train d'avoir le diplôme en phase de fin de cursus. Et donc j'ai lié finalement des liens assez rapidement, dès les premières années, même si je n'étais pas encore diplômé de bachelor ou autre, avec ces acteurs-là qui, dès que j'ai eu l'opportunité d'avoir besoin d'eux pour avoir un stage ou une alternance, m'ont tout de suite tendu la main pour aller chez eux. Alors, bizarrement, je n'ai pas choisi ni un Price, ni un EY, ni un Deloitte. Je suis plutôt allé sur un cabinet classique, qui est à taille humaine, qui était dans le 8e à l'époque, vers Saint-Lazare, avec qui je garde encore contact aujourd'hui. D'où l'importance du réseau. Et en fait, tu étais déjà un peu entrepreneur assez jeune. Est-ce que tu t'en rendais compte à l'époque? Alors oui, parce que j'avais cette idée saugrenue dans l'école de commerce de monter. Alors Facebook n'était pas encore en place, on ne connaissait pas encore Facebook, on avait un peu de Viadeo. Et à l'époque, j'avais créé la première plateforme interscolaire, en tout cas à Paris et en province, où on avait des étudiants qui avaient des profils et qui pouvaient échanger sur des thématiques. Je me rappelle la première entreprise, entre guillemets, la pseudo-entreprise, puisqu'on n'avait pas forcément les bons codes juridiques, comptables à l'époque, on l'avait monté plutôt sous forme associative pour faciliter les choses, ça s'appelait Finance Network, qui permettait de rassembler les étudiants sur une thématique de la finance en général, et de les inviter à des événements partenaires avec des brokers, des banques, des acteurs du chiffre, etc. Voilà. On faisait des petites thématiques à Paris, mais on avait des écoles de commerce aussi en région qui nous avaient rejoints sur cette thématique. Donc voilà ma première expérience entrepreneuriale qui m'a permis aussi de comprendre que le réseau c'était hyper important, qu'il ne fallait pas attendre de papa ou maman de nous tendre la main sur ces sujets-là, parce que votre propre réseau est le réseau le plus solide, c'est vous qui le faites, qui vous le créez. C'est pas ni votre maman, ni votre papa, ni votre oncle, ni votre tante, c'est vous et vous seul. Et en tant qu'étudiant, comment tu étais? Tu dis que tu as mieux réussi à partir du moment où tu étais en master CA parce que justement ça te plaisait plus. Est-ce que du coup tu bossais plus? Est-ce que tu étais quand même un fêtard? Quel type d'étudiant tu étais? J'étais plutôt un gars qui réseautait. Voilà. De par mes rôles d'associatif, etc., j'étais invité un peu à tous les râteliers, les conférences, les dîners à thème et compagnie. Donc je me greffais déjà à l'époque dans tous ces sujets qui étaient plutôt très intéressants, mais complètement décalés avec mon master CCA. Je faisais plus ça pour le réseau et effectivement je bossais très peu au master CCA. J'avais beaucoup de facilité sur beaucoup de thématiques, notamment les thématiques économiques, compta, finance, etc. J'étais pas très bon en compta, bizarrement, mais j'étais plutôt bon dans les autres matières, ce qui m'a un peu sauvé. Mais j'étais pas un super bosseur, non, je bossais ce qu'il fallait et j'avais des facilités. Mais parce que j'étais intéressé. Et peut-être aussi, comme tu l'as très à juste titre évoqué, j'avais des profs qui étaient fabuleux, qui m'ont aidé à comprendre leur matière et qui m'ont fait aimer leur matière. Et donc tu disais que tu étais en alternance. Est-ce que tu es resté pendant 2 ans dans le même cabinet? Oui, pendant 2 ans, oui. Et quand tu as eu fini, est-ce que tu as changé? Alors oui, bizarrement, j'ai changé parce que eux souhaitaient me recruter en tant que CDI, mais à l'époque et encore aujourd'hui, j'avais pas le DSCG, puisque je sortais du master CCA avec des équivalences, mais il me fallait ce fameux 3 yeux qu'il fallait que je passe.
Et donc je me suis dit, et comme j'ai été en relation avec des établissements bancaires à l'époque, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment d'aller en banque, de voir ce qui se passe. Et c'est là où j'ai arrêté, une fois que j'ai eu le diplôme, j'ai eu, entre guillemets, j'ai fait un choix de reprendre, entre guillemets, à l'ENOS des cours, pour pouvoir passer le DSCG avec les yeux qu'il me fallait bien, et donc il me fallait également continuer l'alternance. Et c'est là où j'ai continué l'alternance dans un établissement financier que j'avais connu de par mes actions de networking et qui me challengeait sur la partie contrôle interne, risk management, fiscal, sur les thématiques comptables et fiscales. Voilà. Et donc j'étais encore étudiant après le Master CA puisque j'avais repris entre guillemets une voie scolaire à l'ENOS. Et d'ailleurs c'est là où j'ai rencontré un autre prof qui m'a marqué et qui me marque encore et qui est maintenant un ami, qui s'appelle Cyril de Grillard et qui m'a ouvert la voie du conseil et de l'entrepreneuriat au sens large du terme. Voilà. Donc tu es parti en banque. Est-ce que c'était un choix justement de te spécialiser aussitôt ou est-ce que c'était l'occasion que tu as eue et que tu as saisi ? C'était un choix. C'était un choix parce que c'est un milieu qui m'intéressait, c'est un milieu qui avait des sujets assez complexes en termes de fiscalité, en termes de comptabilité bancaire, de réglementation, de l'analyse des risques. Donc c'était un terrain de jeu pour moi où je pouvais apprendre encore plus que ce qu'on avait pu apprendre en cabinet classique, etc. Parce que les thématiques sont beaucoup plus complexes dans ces secteurs-là que dans les secteurs traditionnels de commerce de quartier. Et tu es resté 1 an là-bas ? Je suis resté de mémoire un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. J'ai même dû arrêter mes cours à l'ENOS car je prenais de plus en plus d'importance dans cette entité. Jusqu'au jour où on m'a même proposé des postes en CDI et d'arrêter complètement le DSCG pour pouvoir m'investir à fond dans ce rôle d'acteur et de personne dans cette entreprise. On m'avait proposé 2 postes à l'époque, l'inspection générale ou la responsabilité de la compta. En quoi ça consiste, inspection générale ? Alors l'inspection générale, c'est un peu la tour de contrôle au niveau du contrôle interne d'un établissement, que ce soit bancaire, assurance, mais maintenant on le voit aussi dans d'autres secteurs. C'est le garant en fait, c'est un peu la tour de contrôle, le flic interne qui va avoir un peu de hauteur sur le travail des producteurs comptables ou des directions pour analyser leurs opérations, si c'est bien ok avec la réglementation, s'il n'y a pas de trou dans la raquette, si c'est bien justifié, s'il n'y a pas de risque qui n'aurait pas été, entre guillemets, paré par des méthodes, des process, etc., etc. Donc c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses dans ce métier-là, et d'ailleurs j'en ai fait une de mes spécialités à un moment donné, car on apprend beaucoup de choses sur une entreprise quand on est en contrôle interne ou à l'inspection générale, qui est le terme l'inspection générale pour le secteur banque ou assurance. Ils te font ces 2 propositions. Ils font ces 2 propositions. Moi, j'étais en phase d'avoir le DSCG et il me fallait aussi avoir une expérience pour entrer dans ce qu'on appelle le stage d'expertise comptable. Comme vous le savez, on ne peut pas faire ces 3 années dans un établissement autre. En tout cas, on peut faire 1 an dans un établissement autre qu'expertise comptable, mais on ne peut pas faire les 3 ans dans une entreprise. En tout cas, à l'époque, ce n'était pas le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le cas, mais en tout cas, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, je me suis dit, c'est dommage de m'investir dans une entreprise qu'il faudra forcément que je quitte tôt ou tard. Et donc, j'ai été très honnête avec les dirigeants de cette structure qui était à taille humaine. On était 500 personnes dans un établissement de crédit, enfin d'assurance et de crédit, puisqu'il avait les 2 facettes, donc ce qui est très rare dans le périmètre bancaire et assurance. C'est petit ? C'est tout petit, c'est taille humaine, mais en même temps j'ai pu atteindre des acteurs assez intéressants jusqu'au PDG, que je côtoyais quasiment toutes les semaines en réunion. Et donc du coup j'avais besoin d'être honnête avec ces gens-là et leur dire voilà, qu'il fallait que j'arrête mon expérience avec eux pour aller m'orienter vers des cabinets, pour pouvoir cocher encore des cases dans le parcours diplômant du DEC. Et donc mon aventure avec eux s'est arrêtée, mais j'en garde encore de bons souvenirs et encore de belles relations puisque je suis encore en contact avec ces personnes et j'ai même encore quelques missions avec eux maintenant. Et du coup j'ai atterri dans un cabinet de conseil qui faisait à la fois du commissariat aux comptes, de l'expertise comptable
et du conseil. Et du conseil notamment en banque et en assurance. Voilà. Donc c'était finalement le terrain de jeu fabuleux pour moi pour avoir une transition sur tout ce que j'ai pu apprendre dans le passé, banque, compta, commissariat aux comptes, pour le mettre à profit en CDI dans l'établissement d'expertise comptable avant tout. Et là, j'y suis resté quelques années et c'est là où j'ai appris les rudiments de la compta, du commissariat aux comptes quand on est en CDI, les responsabilités, le management d'équipe et le conseil en banque et en assurance. Voilà. Et c'est intéressant justement, tu fais la distinction entre expertise comptable et conseil. Pour toi, est-ce que c'est parce que c'était spécialisé sur un domaine ou est-ce que tu fais vraiment la différence? Et si oui, quelle est pour toi la différence? Alors, peut-être que le terme que j'emploie en termes de conseil n'est pas forcément le bon terme. Parce qu'effectivement, à l'époque, quand on appelait conseil, et encore aujourd'hui dans cet établissement, c'est plutôt du management de transition, donc remplacer quelqu'un qui partirait, par exemple, en congé maternité, ou un remplacement, ou un renfort d'équipe, dans des structures type banque ou assurance. C'était une des premières typologies de mission. La deuxième typologie de mission, c'était plutôt de la gestion de projet, donc conseiller le client pour mettre en place le bon outil comptable ou le bon outil de gestion au sein de son infrastructure, son établissement. Mais ça a été également des compétences plutôt pointues sur l'aspect réglementaire. Mise en place de reporting, notamment le Solvabilité 2 pour le secteur assurance. Voilà. Donc c'était du conseil ou du consulting, comme on peut le voir dans des cabinets de consulting classiques sur le marché. Voilà. Sauf que la particularité, c'est qu'elle avait le joker DEC, enfin en tout cas expertise comptable, qui permettait à cet établissement d'être légitime sur la fonction finance. Et tu es arrivé en fait à jongler entre ces trois pôles parce que c'est pas évident quand on a les contraintes, forcément en expertise comptable on a les échéances fiscales tous les mois ou au moins plusieurs fois dans l'année. Commissariat aux comptes c'est pareil, on va dire des échéances après la période fiscale. Comment t'arrivais à jongler justement entre tout ça? Est-ce que c'était des plannings qui étaient définis? Alors oui, c'était des plannings définis et on avait un plan de carrière en interne. On commençait tous les gens qui commençaient chez eux, commençaient a priori par le commissariat aux comptes. C'est là où on apprenait finalement le terrain, puisqu'on avait des dossiers de mutuelles, d'assurance, d'OPCVM, etc. Donc c'était un peu la voie de l'apprentissage pendant 1 an ou 2. On était obligé de passer par là pour pouvoir ensuite conseiller le client sur ce qu'on avait pu voir et préconiser dans nos rapports. C'est étonnant parce qu'en général, on te dit plutôt que tu dois commencer par l'expertise comptable et on va dire par la production, la saisie, la tenue des dossiers. Et là, dans ce cabinet-là, c'était pas du tout le cas. Non, pas du tout le cas. Pour la simple et bonne raison aussi, c'est que la tenue comptable, on n'en avait pas beaucoup. Tout était logé dans une autre structure qui faisait que l'expertise comptable. Alors moi, j'ai eu quelques dossiers d'expertise comptable sur le secteur, sur ce cabinet-là, pour la simple et bonne raison que c'était des tenues particulières et notamment très proches de tout ce qui était monétique, moyen de paiement du secteur bancaire finalement. Voilà. Donc, si vous voulez, dans ce parcours, tu avais l'obligation, entre guillemets, d'apprendre sur les secteurs qui étaient atypiques. Aujourd'hui, on n'apprend pas ça à l'école, le secteur bancaire, assurance. On ne l'apprend pas en CCA, ça c'est évident, mais par contre, on l'apprend sur le terrain. Et donc, une fois qu'on a acquis et causé les cases, et qu'on commence à gérer des équipes, puisque une fois qu'on monte en compétences et en année, on monte en grade, on gère des équipes, juniors, seniors et compagnie, et c'est là où on va pouvoir un peu dégager du temps pour aller sur d'autres sujets, notamment le consulting, ou avoir en tenue comptable un dossier type DAF externalisé un peu plus, où vous faites un peu de prod, même si c'est automatisé, et un peu de conseil pour assister les équipes. À l'époque, c'était des startups qui n'avaient pas les ressources financières suffisantes pour avoir un DAF en interne. Et à ce moment-là, on avait aussi cette casquette. Voilà, on faisait un peu de prod de révision et on avait aussi cette casquette de DAF externalisé puisqu'on conseillait les dirigeants sur la décision financière. Et à ce moment-là, tu étais en stage DEC? Exactement. J'avais commencé mon stage DEC. J'arrivais à la fin de mon stage, même quasiment à la fin, et je me suis arrêté avec eux. Je me suis arrêté avec eux parce que j'ai rejoint donc un ancien prof qui m'a tendu la main, qui m'a donné un terrain de jeu fabuleux pour apprendre le monde de l'entrepreneuriat,
qui n'est autre que Cyril de Villard, que tu connais déjà, je crois, et qu'on connaît tous dans la profession, qui m'a donné à la fois les cartes pour pouvoir m'épanouir en tant qu'intrapreneur, parce que c'est un terme important. Aujourd'hui, à l'époque, je n'avais pas les compétences ni la volonté de me mettre à mon compte. Donc il fallait bien que je comprenne comment entreprendre en interne. Et donc j'ai eu quelques initiatives pour lui qui lui a permis de développer aussi quelques éléments, quelques briques de son activité à l'époque et avec d'autres, parce que j'étais pas tout seul, on était plusieurs intrapreneurs, parce que Cyril nous donnait la chance de nous épanouir sur des sujets qu'on voulait atteindre. Voilà. On avait un deal avec lui, on avait un sujet, une ligne rouge, enfin une ligne directrice qu'on devait suivre avec un projet interne. Et j'ai trouvé ce type de management assez intéressant parce que ça permettait aussi de développer d'autres facultés, d'autres compétences que techniques et autres, notamment la stratégie d'entreprise. Voilà. Et donc Cyril, au bout de quelques années, a bien compris qu'il fallait que je vole de mes propres ailes parce que j'avais envie, à un moment donné, d'avoir ma structure et m'a permis de m'installer. Voilà. Et maintenant, il y a 4 ou 5 ans maintenant. Voilà. Mais tu n'avais pas encore fini ton stage ? J'avais fini mon stage, je n'avais pas eu encore le DEC. Et je me suis installé en tant que consultant, faire que du consulting. Je n'étais pas du tout sur la partie comptable ni commissariat aux comptes. Donc pendant quelques années, je faisais beaucoup de missions en banque, en assurance, sur la partie prudentielle, réglementaire ou management de proximité ou mission de contrôle interne. Et à quel moment tu t'es senti prêt justement à pousser en fait la porte de l'entrepreneuriat et de te mettre à ton compte ? Parce que quand on a l'habitude d'être salarié et on se sent peut-être pas forcément légitime aussi quand on est jeune, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'aventure ? Une discussion avec Cyril. Une discussion entre deux hommes honnêtes, d'employeur à employé qui avait un employé qui avait aussi besoin de liberté à un moment donné pour explorer d'autres facettes de ce plan de carrière. Et oui, c'est une discussion. Il faut savoir qu'avec Cyril, on discutait beaucoup. C'était un employeur c'est encore un employeur, je le crois, qui écoute beaucoup ses collaborateurs et qui les aide. Il faut savoir que Cyril m'a beaucoup aidé pour avoir le DSCG. Il m'a coaché, même si j'étais pas encore salarié de chez lui. Il m'a donné beaucoup d'astuces, Il m'a aussi fait rencontrer des gens qui pouvaient aussi m'apporter un soutien scolaire à un moment donné. Donc voilà. Donc c'est des communications de la rencontre et de la bienveillance de Cyril qui m'a permis de me sentir à l'aise dans l'entrepreneuriat, de commencer l'entrepreneuriat à mon compte, seul, en sérénité. Alors, moi, pour le coup, pour en avoir discuté avec Cyril, j'avais cru comprendre que tu avais fait 1 an de stage dans ta propre entreprise. Oui, c'est la particularité. C'est que aujourd'hui, effectivement, j'ai eu, en fait, pour être trop transparent avec vous, c'est qu'il me manquait quelques heures de stage pour valider la fin du stage. Et donc, mon envie d'entreprendre était tellement fort que j'ai pris le pari de partir quelques mois avant la fin de mon stage et de compléter ce stage par, effectivement, le stage d'exercice comptable par quelques mois dans mon entreprise. Oui, parce qu'il faut savoir que sur les 3 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire 1 an à l'international et on peut faire 1 an en entreprise. Exactement. Et donc du coup, le pari fou, c'était de faire accepter à l'ordre que je pouvais faire mon stage dans ma propre entreprise. Mais sous la tutelle d'un expert comptable qui était Cyril de Villard, qui m'a aidé. Et c'est pour ça que je le remercie aujourd'hui dans cette voie-là, dans ce choix qui n'est pas facile, parce qu'il faut aussi expliquer aux instances que l'expert comptable aujourd'hui est avant tout un chef d'entreprise, un entrepreneur. Vous avez beaucoup d'experts comptables qui entreprennent pas uniquement que dans la compta, il y en a plein, moi pour le coup dans l'informatique, mais il y en a d'autres dans d'autres sujets. Et effectivement, ça a été beaucoup de négo, beaucoup d'explications, mais on y est arrivé. J'ai pu faire mes 3 mois pour finaliser mon stage dans ma propre entreprise et avancer. Donc en fait, la finalité de l'histoire, c'est si vous avez des convictions, si vous avez des envies particulières, faites-le de façon raisonnée. N'allez pas tête baissée dans cet engouement, dans cette envie. Soyez accompagné de gens qui sont
plus matures que vous sur les sujets, et écoutez-les, parce qu'ils ont des conseils à vous donner. Une fois que tu as fini ton stage, tu as passé les épreuves. Est-ce que tu les as eues du premier coup ou pas? Alors, le deck, ouais. J'ai eu du premier coup. Dans le deck. Ouais, j'ai eu du premier coup. J'ai eu une mémoire du premier coup avec les épreuves du premier coup. Et encore une fois, même si j'étais plus employé de Cyril, il m'a conseillé, il m'a donné de bons conseils. On allait souvent au week-end déjeuner ensemble pour discuter de tout ça, pour essayer d'avancer. Et ça m'a aidé. Voilà. Et puis ensuite, à un moment donné, vous parlez avec d'autres personnes du métier. Vous complétez également tous les conseils que vous avez pris d'un côté avec d'autres, ce qui vous permet de performer le jour J. Et ton sujet mémoire, alors je crois que ça portait sur la data déjà à l'époque. Comment tu as trouvé ton sujet? Est-ce que c'était évident pour toi? Alors oui, c'était évident pour moi parce que dans cette phase d'entrepreneuriat, j'avais à cœur de proposer des dashboards, des tableaux de bord, automatisés ou quasiment automatisés, sur des technos qu'on appelle la business intelligence, qui était à l'époque extrêmement connu dans le milieu informatique, mais pour les directions d'informatique, donc les DSI, très peu pour l'aspect métier, donc exercice comptable, etc., contrôle de gestion. Et j'ai découvert ça en échangeant avec quelqu'un de ma famille. C'est pour ça que la famille, c'est très important pour se nourrir d'expérience. Qui lui était expert en business intelligence, informaticien, et qui m'a fait découvrir un fabuleux outil à l'époque qui s'appelait Pentao. Pentao, c'est un outil de business intelligence qui était très connu dans le milieu de l'informatique pour suivre les indicateurs de performance informatique, mais très peu connu pour l'aspect finance. Et donc je me suis dit qu'il y avait un sujet. Et quand j'ai creusé, j'ai découvert ce fameux outil qui s'appelait Power BI, qui était pas cher, qui ressemblait à Excel, puisque j'étais très bon en Excel, en Access, donc je me suis dit que comme ça faisait partie de cet environnement Microsoft, je vais pouvoir apprendre. Et je me suis heurté finalement à des difficultés techniques, puisqu'effectivement ce mémoire qui est sujet sur la data se basait sur cette rencontre avec quelqu'un de ma famille qui faisait du BI, de la BI, Business Intelligence, qui m'avait parlé de Power BI, qui m'avait un peu formé sur Power BI, mais la formation ne fait pas tout, c'est pas en une semaine qu'on est sachant sur ces matières-là. Et donc j'ai dû documenter mes soirées et mes week-ends pendant plus d'1 an sur la thématique Power BI pour aujourd'hui proposer ces services à travers aussi des fondements qui sont dans mon mémoire. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent ce que c'est la business intelligence? Oui. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la comptabilité, c'est une méthode que la compilation de données chiffrées, parfois non chiffrées, qu'on va pouvoir documenter dans ce qu'on appelle un bilan ou un compte de résultat. Ça, c'est la finalité avec l'alias fiscal. Mais autour de ça, vous avez des tables informatiques qu'on va renseigner pour pouvoir produire ces documents, ces livrables que l'expert comptable doit livrer à chaque fin de travail, en tout cas à la fin de chaque exercice comptable. Et donc je me suis dit, de toute cette donnée, on peut en faire quelque chose. On peut analyser le chiffre d'affaires, où est-ce qu'il va, qui est le client qui nous rapporte le plus d'argent, le plus de marge, où est nos business, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est à l'international, est-ce qu'on est plus rentable sur des pôles en province, ou est-ce que c'est à Paris, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait un terrain de jeu assez intéressant d'explorer, et avec mon appétence pour l'informatique et les données, je me suis dit, go, on y va. On va proposer quelque chose de nouveau, qui peut intéresser l'expert comptable. Et effectivement, je pense que j'avais bien flairé le sujet, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup, et encore beaucoup. Voilà. Et c'est un outil d'aide à la décision aussi, comme tu disais, pour le dirigeant, ça va au-delà de lui présenter son bilan en fin d'exercice. Exactement, ça. Vous savez, aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise est un peu seul, l'expert comptable ne délivre parfois qu'une petite partie d'informations qu'il capte, à savoir dans le bilan, compte de résultats ou quelques commentaires, mais toute la teneur des éléments qu'il capte dans son outil de production comptable n'est pas forcément restituée. Et effectivement, c'est un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui, avec les tensions économiques qu'on a, le chef d'entreprise doit piloter son entreprise avec des données claires, précises, de qualité, à jour, disponibles. Et tout ça, si on n'a pas ce volet informatique, on ne pourra pas le mettre en place. Et donc effectivement, en fait, la business intelligence n'est autre que
donner un peu d'intelligence dans les données pour en tirer de l'information qui sera captée par le chef d'entreprise ou le directeur de pôle pour prendre les meilleures décisions. Et finalement piloter comme un pilote d'avion avec un tour de contrôle ces KPI, ces indicateurs de performance qu'il aura préalablement définis avec la personne qui l'aura accompagné pour mettre en place cette solution de business intelligence. Et c'est ça au final aussi que le chef d'entreprise cherche, plus que de la compta qui correspond à une obligation légale. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est pouvoir piloter son business, que ce soit savoir s'il a suffisamment de fonds pour recruter, ou savoir où est-ce qu'il est le plus rentable, s'il doit mettre fin à une activité ou en développer plus une autre. Exactement, aujourd'hui, moi je l'observe depuis au moins 4 ans, les clients, alors pas tous, mais la plupart qui ont des sujets de marge, veulent que l'expert comptable leur donne une indication sur l'analyse fine de leur marge. Parfois, l'expert comptable est un peu démuni parce que on reçoit, il faut le savoir, parfois des données qui viennent d'export de solutions de gestion de nos clients qui n'apportent pas finalement une granularité assez fine pour pouvoir asseoir une analyse sur les marges. Donc forcément, quand on va aller sur ces sujets de Power BI ou de data analyse, il faut prendre l'écosystème des outils en main. L'expert comptable ne peut plus uniquement s'arrêter sur l'export que le client lui fait. On va aller même demander les connexions à cet outil de gestion pour pouvoir voir s'il n'y aurait pas d'autres tables de données, d'autres jeux de données qui vont nous permettre d'enrichir la donnée comptable qu'on reçoit tous les mois. À ce moment-là, tu es diplômé du DEC, tu as quel âge ? Alors non, oui, à ce moment-là, je suis diplômé du DEC, oui ou pas non, à ce moment-là, je suis en cours de rédaction du DEC. D'accord ? J'ai eu mon DEC à 29 ou 30 ans. 30 ans, je crois. D'accord, c'est à peu près dans la moyenne. Je crois que la moyenne, c'est aux alentours de 31, 32. Et c'était important pour toi d'avoir cette étiquette expert comptable ? Oui, très important parce que si on se rappelle de mes premiers échanges, quand je vous parlais de ce fameux cousin qui m'a apporté entre guillemets sa vision d'expertise comptable, malheureusement, je l'ai perdu il y a plusieurs années. Et je me suis fait une promesse, et je lui ai fait la promesse de perdurer dans cette voie pour continuer ce qu'il avait commencé, à savoir apporter de la bienveillance à ses clients. Et c'est aujourd'hui ma marque de fabrique côté expertise comptable que j'ai développée sur le coup d'émotion pour cet hommage que je veux rendre à ce cousin que j'appréciais tant. Et quand tu as créé, quand tu as fait ton stage dans ta propre entreprise, c'était déjà Trévis ? Oui, Trévis, qui ne faisait pas de la compta, qui faisait uniquement du conseil, du consulting, management de transition ou chef de projet. Et finalement, quand j'ai eu mon DEC il y a quelques années, là, puisque maintenant j'ai que 32 ans, donc ça fait quoi ? Ça fait peut-être que 2 ans que j'ai mon DEC, je me suis dit, bon allez, il serait temps de lancer une activité d'expertise comptable maintenant que je peux le faire. Et c'est là où j'ai développé le pôle expertise comptable dans mon cabinet. Mais on ne fait pas que ça. Pourquoi Trévis, le nom ? Alors, très intéressant. Trévis, pourquoi Trévis ? Très intéressant. Alors, ça vient d'expérience et ça vient aussi d'une rencontre. La rencontre avec ma femme, qui ne s'appelle pas Trévis. Mais on s'est rencontrés en mission dans un établissement bancaire, rue de Trévis, à Paris. On a voyagé pas mal à Rome avec la fontaine de Trévi. Et de tout ça, je me suis dit que Trévis, ça sonnait bien. C'était un nom à l'international qui permettait aussi d'atteindre des clients à l'international, qui était court mais simple à prononcer et qui me plaisait. Donc je me suis dit, allez, go, on y va. Ça n'a pas été une option pour toi qu'elle travaille avec toi dans l'entreprise, puisque de ce que je comprends, elle était un peu dans le secteur financier bancaire aussi. Oui, elle était d'ailleurs chez KPMG à l'époque. Là, elle est partie en consulting dans un grand acteur américain. Alors non, c'est pas... J'aime bien scinder la vie pro, la vie perso. Moi, j'aime bien avoir un temps pour moi avec la famille. On ne parle pas de travail. Et un temps au travail où on focus et on délivre. Donc c'est important pour moi de séparer ces mondes. Peut-être qu'un jour elle me rejoindra, mais aujourd'hui c'est pas l'actualité. Et entreprendre seul, c'était une évidence pour toi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à entreprendre et qui se disent il faut que je trouve un associé, alors qu'aujourd'hui, comme on le voit en cours, on peut créer des structures seul. Toi, c'est ce choix-là que tu as fait ? C'est ce choix-là que j'ai fait. C'est pas celui que je voulais à l'époque. Mais encore une fois, quand vous discutez avec les gens du métier,
Et notamment les longues discussions, les longues nuits qu'on a passées à discuter avec Cyril m'ont permis de comprendre que finalement quand on est seul aux manettes, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus dur, mais c'est beaucoup plus simple après. Et je ne vous le cache pas, hein, c'est très 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 dur d'être tout seul, mais c'est si gratifiant quand on arrive à réussir les objectifs qu'on s'est atteints que c'est fabuleux. Et évidemment, ça permet aussi de soulager de contraintes et de conflits internes qu'on voit encore trop souvent quand on s'associe avec des gens. Donc au début, tu étais tout seul à partir de... Non, tu as recruté directement? Alors non, j'étais tout seul pendant plusieurs années. Et ce n'est que depuis un peu plus d'un an que je commence à recruter. Recruter pourquoi ? Parce que de cette envie d'aller sur l'informatique, j'en ai créé une agence informatique qui s'appelle Well & Wiz, W-E-2-L-and-A-N-D, Wiz, W-I-Z, qui me permet d'avoir cette base arrière pour concevoir et avoir des développeurs en interne dans mon écosystème pour pouvoir délivrer des outils informatiques de business intelligence, de data analyse à mes clients, que ce soit des clients grands comptes, PME, start-up, mais également expertise comptable. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve John pour la suite de son parcours. Il nous explique ces différentes structures plus en détail qui couvrent à la fois l'expertise comptable, la gestion de projet, la fusion-acquisition, la data et même la business intelligence. Et surtout, comment peut-on se spécialiser en data quand on est issu du cursus comptable ? Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.